C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve ce matin, aficionado du programme matinal. Bonjour le Bénin, j'espère que vous allez bien. Merci de retrouver la grande famille de la matinale BLB. La bande est déjà au taquet pour vous servir avec toutes les armes qu'il faut. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre matinale préférée qui a concocté un menu assez spécial pour vous. Et oui, merci de nous suivre jusqu'à 9 h. Vous le savez, tous les matins, de lundi au vendredi, de 7 h à 9 h, nous sommes présents dans vos maisons via le petit écran. Et ce matin, on parle de quoi, chers amis téléspectateurs? Ce matin, donc, on parle de la compétition de voix vibration positive. Cette année encore, de jeunes talents vont rivaliser d'ardeur pour décrocher le sacre Vibration Positive. C'est la troisième saison d'un concours de performance vocale hors pair qui réserve bien de surprises. On donnera des détails dans un moment avec Patrick Jossou. Le Burkina Faso et la France seront présents sur ce plateau à travers le groupe Kananaye. C'est un groupe qui fusionne héritage d'Afrique de l'Ouest, blues, improvisation, poésie et trance traditionnelle. Apprêtez-vous donc, on va savourer de la bonne musique sur fond de balafon. Avis donc aux mélomanes. Et puis la brique dance, connaissez-vous? Il s'agit d'une danse atypique, acrobatique, issue de la culture hip-hop née à New York, aux États-Unis dans les années 1990. Eh bien, ce matin, nous recevons la championne du Bénin à l'international, Sandrine Aromé, sera des nôtres. Et on va se poser une question également. La conférence nationale, 36 ans après, quel héritage, quelles leçons à tirer de cette expérience, les défis actuels en matière de cohésion sociale et de non-violence, ainsi que le rôle crucial de la jeunesse et des nouvelles technologies dans la promotion de la paix et la lutte contre les discours de haine. Nous recevrons un invité engagé dans la promotion de l'héritage de la conférence nationale pour nous parler de cette rencontre à venir les 27 et 28 février prochains. Restez avec nous, voilà pour le menu ce matin. Place tout de suite à l'information avec Génial Afouda-Monsi Abouka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de journée. Le Conseil économique et social crée un espace de dialogue national autour des questions d'enjeux socio-économiques pour les citoyens. Une initiative inédite qui fédère la réflexion des acteurs de tous les secteurs autour du coût de la vie, de l'inflation, bref, du pouvoir d'achat et de ses implications sur la vie des ménages. Panier citoyen et bien-être, c'est autour de cette problématique que se déploie l'intelligence collective les 25 et 26 février 2026. Le point, ce sera avec Bernard Djogbe et Lenaïka Gbazao. Ici, des coupes se dessinent pour une meilleure définition du contenu du panier citoyen. Des acteurs en provenance de divers horizons socio-professionnels échangent autour du pouvoir d'achat et de la qualité de vie des citoyens béninois. L'objectif, in fine, est de garantir des produits de grande consommation à des prix très abordables. Comment expliquer avec pédagogie et vérité le temps incompressible qu'exige la maturation des grands investissements d'État avant qu'ils ne ruissellent concrètement dans l'économie sociale? Et surtout, quel levier opérationnel pouvons-nous proposer à l'exécutif pour accélérer ce processus afin que les succès remarquables de notre pays deviennent de plus en plus et encore plus pour chaque famille béninoise un bien-être tangible et partagé? Le bien-être des citoyens ne saurait être une notion abstraite. Il se mesure dans la capacité des familles à se nourrir convenablement. Le panier citoyen devient donc un baromètre social. Il mesure non seulement la croissance, mais sa portée humaine. Il interroge la soutenabilité sociale de notre modèle de développement. Ce forum entend poser les jalons d'une solide réponse à la cherté de la vie et à la nécessité de réduire la dépendance aux produits importés. Décideurs, partenaires sociaux et consommateurs épousent la démarche. Nos concitoyens ont des demandes à formuler et les candidats
doivent être à l'écoute de ces demandes. Nous souhaiterions avoir un panier de la ménagère où la sécurité de l'emploi, les rentrées de ressources financières soient plus garanties. Nous aborderons sans aucun doute au cours de ce forum la question des salaires et de leurs disparités, car c'est une composante importante de la problématique du coût de la vie et du pouvoir d'achat. Impacter durablement le quotidien des Béninoises et Béninois, le CES impulse ainsi une nouvelle dynamique afin de bâtir un modèle de bien-être commun et adapté aux réalités locales. Et parlant toujours de ce forum centré sur le panier du citoyen, la voix des consommateurs est l'une des voix qui comptent, des voix fortes qui comptent dans la défense du pouvoir d'achat de chaque Béninois. Ernest Gbagidi, président de l'ONG Bénin Santé et Survie du consommateur, était l'invité du 20h sur Bénin TV. Voici l'essentiel à retenir de son passage sur notre plateau. Ce qui est à saluer, c'est cette initiative du CES qui, aujourd'hui, est en train de rentrer dans ses prérogatives attendues depuis des années. Le Conseil économique et social a failli être rabattu parce qu'on ne l'a pas vu dans son rôle. Et son rôle est celui-là qui consiste effectivement à non seulement écouter les populations et à se rapprocher d'elles dans ces différentes composantes pour recenser les vrais pressentis, leurs réels pressentis par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle traverse. Et aujourd'hui, vous aurez constaté que tous les acteurs étaient présents, et que ce soit le secteur privé à travers le patronat, la Chambre de commerce, et qui sont les répondants des entreprises, et l'État aussi qui était là. Alors, les répressions devraient aller sur deux sens. Oui, nous voulons avoir des produits de qualité et à coût abordable. Mais à quelles conditions? Il faut que les acteurs eux-mêmes se prononcent et qu'ils disent leurs difficultés, puisqu'on connaît déjà les attentes des populations. Alors, vous aurez constaté que nous parlons de consommation locale. Oui, la consommation locale, mais qu'il faut comprendre dans plusieurs dimensions. La consommation locale ne veut pas dire qu'il faut forcer le consommateur à consommer l'aliment de base. Oui. Nos enfants aujourd'hui, vous savez qu'ils n'aiment pas la pâte, par exemple, qui est dans notre arc culinaire, c'est un aliment très prisé. Mais s'ils sont orientés vers le riz, il faut que le Bénin produise suffisamment de riz béninois et c'est aussi la consommation locale. Mais ce riz-là doit être en face d'une concurrence, les produits de l'extérieur. À quelles conditions nous pourrons accéder à ces produits-là? Puisque si on veut régler le problème, il faut régler la question de l'accessibilité géographique, ça veut dire que le produit est disponible. L'accessibilité économique, ça veut dire que le coût est abordable. Et la traçabilité, cela suppose des produits de qualité. Quand on écoute les entreprises, pourquoi les produits locaux coûtent cher? C'est au niveau de la production. À quel niveau l'État va agir en termes d'accompagnement, en termes de subvention, afin que le produit fini soit accessible et ne subisse pas la concurrence entre griffes déloyales des produits importés? Et c'est pourquoi la réflexion aujourd'hui qui a consisté à rassembler tous les acteurs nous rassure. Nous pouvons aller un peu plus loin. Pourquoi on est rassuré? Vous avez vu, dans la vision 2060, c'est la première fois, nous, en tant qu'association de consommateurs, nous avions noté que parmi les acteurs principaux avec lesquels l'État doit échanger aujourd'hui, il a été cité les organisations de la société civile. On a dit, entre parenthèses, de manière spécifique, les associations de consommateurs. Il n'y a pas d'économie sans les consommateurs. Tout ce qui se dit autour de la problématique de la consommation et de l'économie, c'est la consommation. Vraiment, c'est un lieu d'espoir. Nous espérons que les éléments de sortie de ce forum pourraient être reversés au gouvernement afin que des actions concrètes soient prises pour que la consommation locale puisse prendre corps. C'est venu à un moment très sensible où il y a un autre dirigeant qui se prépare à prendre corps. Il faut qu'il comprenne qu'il doit reverser ces résultats-là dans son plan de société afin que, effectivement, qu'on constate une continuité dans tout ce qui se met en place. Alors maintenant, la découverte de la forêt marécageuse de Lanzou, située dans le sud du Bénin. Elle est l'une des dernières forêts à être traversée par un cours d'eau. Lanzou abrite une flore et une faune sans pareil, mais aujourd'hui, ce trésor écologique se retrouve menacé selon les spécialistes qui se battent pour la préserver. Amandine Niambossou.
Le Bénin compte de nombreuses forêts, mais la forêt de Rlanzon est atypique et unique en Afrique de l'Ouest. Elle est marécageuse, traversée par un cours d'eau permanent. Au cœur de cette forêt, on est d'emblée captivé par sa beauté et son étrange atmosphère. En journée d'ailleurs, les chants des oiseaux se mêlent à ceux des amphibiens et insectes, auxquels s'ajoutent les cris stridents des singes pour créer une atmosphère très sensorielle et émouvante. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec, un peu comme les toucans d'Amérique, pardon. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Et donc ce sont des espèces qui sont un peu omnivores. Elles vont manger des insectes, aussi des fruits. Et souvent, elles accompagnent d'ailleurs les groupes de singes, puisque quand les singes se déplacent dans les boisements, ils génèrent du dérangement et les autres espèces vont sauter, vont se déplacer comme ça. Et donc eux, ils viennent et ils attrapent les insectes qui sont dérangés par les troupes de singes. La biodiversité de la forêt de Rlanzon est riche et variée. On y dénombre plus de 240 espèces végétales et environ 160 espèces animales, faisant d'elle un espace naturel à fort potentiel touristique. On sait que le Bénin se situe dans un gap et on retrouve encore des espèces guinéo-congolaises, des espèces du genre comme Aléa ledemani, le Syzygium owariensis, le Nuclea diderichi, le Carapa procera et plusieurs autres espèces qui sont strictement endémiques à la zone guinéo-congolaise dont le venin ne fait pas partie. Et on retrouve des espèces de ce genre ici. Elles méritent réellement d'être conservées, d'être préservées, ne serait-ce que pour ça. La forêt marécageuse de Rlanzon n'en finit pas de faire face aux menaces. Cet écosystème exceptionnel fournit pourtant des revenus substantiels aux communautés. Il convient donc de mener des actions appropriées pour le protéger. La forêt de Rlanzon n'est pas seulement un monde de beauté irremplaçable, mais elle est également un enjeu vital pour les populations riveraines. À Parakou, ils sont encore nombreux, ces enfants que l'on retrouve dans les ateliers, sur les chantiers ou dans les marchés. Dans le cadre de la campagne nationale Tolérance Zéro, les contrôles sont appelés à s'intensifier, certains ateliers faisant de la dissimulation. Alors, à partir de quel âge peut-on apprendre un métier et surtout à quel moment parle-t-on d'illégalité? Les réponses avec Ronald Robinson et Abdoulofou Erissou. Dans les ateliers de Parakou, le bruit des outils et des machines rythme le quotidien. Pour certains adolescents, c'est là que commence l'avenir professionnel. Mais la loi est claire, l'apprentissage a des règles non négociables. C'est ce qui justifie nos descentes répétées dans les ateliers pour voir si les apprentissages sont conformes aux prescriptions légales. On voit est-ce que l'âge d'admission a été respecté, est-ce qu'il y a un contrat écrit, est-ce que la durée de l'apprentissage, parce que quelque part l'apprentissage devient toute une carrière pour les apprentis, on rentre et puis on ne sort jamais. Premier critère, l'âge. Au Bénin, tout n'est pas permis. Les métiers qualifiés de légers, l'âge minimum d'admission à ce type d'apprentissage, c'est 14 ans. Il faut 16 ans minimum pour être initié aux métiers qualifiés de dangereux. La charpenterie, la soudure, la tôlerie, visiblement, c'est des métiers qui, de par leur nature, exposent véritablement à des dangers énormes. Et au-delà du contrôle administratif, il y a l'impact humain. Un enfant privé d'école, c'est un avenir fragilisé. Lorsque ces enfants sont séparés de ces bases-là, il y a un frottement qui est difficile à corriger. Au plan connaissance académique, l'enfant n'en a pas. Au plan comportemental, il rate et dans la société, il devient un élément bancal. Tout enfant a droit à l'instruction. Et tout enfant a droit aussi à l'éducation. C'est à l'école que ces deux éléments-là se donnent. Mais tous les ateliers ne sont pas hors la loi. Certains artisans défendent un apprentissage encadré, légal et responsable. Si vous n'avez pas atteint le niveau de la 4e,
on ne vous prend pas. Pour avoir le CQM, le contrat est dedans. Dans ce contrat, il y a un certain nombre d'années, c'est souvent 4 ans. Pour celui avec qui vous ne pouvez pas signer un contrat ne vous lie pas, pourquoi vous allez le prendre? Là, c'est une exploitation. La loi prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 francs CFA d'amende et plus pour les contrevenants. Mais au-delà des sanctions, l'enjeu est plus grand. Former des citoyens qualifiés pour bâtir le Bénin de demain. Venir à l'école peut te donner un avenir. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication tient depuis hier matin sa première session ordinaire. Entre autres sujets à l'agenda de 3 mois de travaux d'affilée, l'autorisation des médias en ligne. Le point, ce sera avec Huguette Rondolo et Françoise Insou. L'autorisation des médias en ligne et la programmation de la campagne médiatique seront au cœur de cette première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'autorité prévient qu'aucune décision de pré-campagne ne sera prise pour l'élection présidentielle. La HAC a jugé que ce n'est pas nécessaire. Cette mandature travaille à ce qu'avec le temps, les médias n'aient plus besoin d'une HAC, d'une régulation pour gérer une campagne électorale. Parce que l'exigence d'équité, c'est déontologique. Et puis, l'exigence d'égalité dans le service public, à un moment T, c'est le bon sens. Nous travaillons désormais à ce que tout cela se normalise et que les médias soient libres parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Pour des élections apaisées, les médias ont un rôle crucial à jouer. Un rôle qui, selon l'autorité de régulation, a été joué avec professionnalisme lors des dernières élections législatives. Édouard Locaux invite les professionnels des médias à poursuivre sur cette même lancée. Alors que la corruption gangrène de nombreux États d'Afrique subsaharienne, le Bénin confirme sa spectaculaire résilience, nous rapporte le média en ligne Africa Top Success. Ici au 8e rang des pays les plus intègres de la région selon l'indice 2025 de Transparency International, Cotonou s'impose désormais comme le nouveau bastion de la bonne gouvernance, un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux. Le verdict de Corruption Perception Index 2025 est sans appel. Le Bénin maintient sa position d'élite en se classant parmi les 10 nations les moins corrompues d'Afrique subsaharienne. Le pays se distingue dans un paysage régional pourtant marqué par un net recul démocratique et une montée inquiétante des abus de pouvoir. Cette réussite repose sur 3 piliers stratégiques. Primo, des réformes institutionnelles audacieuses qui ont instauré une reddition de comptes systématique. Secondo, une volonté politique affirmée qui a transformé la lutte contre l'impunité en axe prioritaire. Tertio, cette transparence alimente une stabilité économique qui fait aujourd'hui du Bénin un acteur crédible et rassurant sur la scène continentale. Face aux crises de gouvernance qui secouent ses voisins, l'exemple béninois prouve que des résultats durables sont possibles. En transformant ces mécanismes de contrôle, le pays ne se contente plus de suivre les standards internationaux. Il devient une lueur d'espoir et un modèle à suivre pour l'ensemble du continent africain. À ce jour, le Bénin ne dispose pas encore d'une loi spécifique exclusivement dédiée à la protection des défenseurs des droits humains. Cette situation préoccupe au plus haut point la Commission béninoise des droits de l'homme. Elle relance par une table ronde le plaidoyer autour de la cause, ensemble avec les acteurs de la société civile. Renaud Akakpo, Igor Ayoso. La protection des défenseurs des droits humains repose sur une démarche de reconnaissance de leur rôle et de sécurisation de leurs activités. Un projet de loi soutenu par la société civile et Amnesty International a été initié pour promouvoir et protéger ces acteurs clés. Mais bien que le processus législatif soit en cours, depuis plusieurs années, cette initiative peine à s'accélérer, d'où cette table ronde de la Commission béninoise des droits de l'homme pour sonner la mobilisation et relancer le plaidoyer. La mise en place d'un cadre juridique et institutionnel spécifique constitue non seulement une nécessité, mais également un signal fort. Le Bénin, qui a commencé son expérience démocratique depuis la fin des années 1980, dispose des atouts institutionnels, juridiques et humains nécessaires pour franchir cette étape décisive. Bien que le Bénin ait ratifié de nombreux instruments internationaux, la situation des défenseurs des droits de l'homme est marquée par certains défis.
le panorama global des défenseurs, il est malheureusement de plus en plus dramatique. Pour ce qui concerne le Bénin, ce que j'ai trouvé, c'est que d'abord la Constitution donne un socle qui rappelle des libertés fondamentales. Mais il y a une lacune fondamentale qui est l'absence d'une loi spécifique pour la protection des défenseurs, et c'est une mesure qui, pour moi, est un élément d'inquiétude persistant. Le projet de loi, objet du plaidoyer, a été élaboré et validé par un groupe de travail en septembre 2018. Il est composé de 64 articles et vise à donner un statut juridique clair aux défenseurs des droits humains. C'est un processus qui vise à renforcer la conformité avec les standards internationaux, malgré un contexte parfois jugé restrictif sur les libertés publiques. On descend tout doucement, mais d'abord le point des marchés ouverts du jour, c'est parti. Qui vient mettre un terme à ce 7h. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Voilà, j'ai la tête bon pour aujourd'hui. Merci, génial. Merci d'avoir présenté le bulletin d'information de ce matin. On se retrouve lundi, n'est-ce pas? Demain, c'est au tour de Victorine Bondé, n'est-ce pas? Allez, excellente journée à toi. Merci. Et vous qui nous suivez à la maison, d'où que vous nous suivez, eh bien, on vous souhaite de passer une très belle matinée en compagnie de la bande Bonjour le Bénin, qui a préparé pour vous un menu assez intéressant. Et ce matin, on va s'interroger, on va parler de la conférence nationale 36 ans après. Eh bien, quel héritage pour les plus jeunes? C'est dans Instant Politique. Les 27 et 28 février se tient une rencontre majeure sur l'héritage de la conférence nationale. Les leçons à tirer de cette expérience, les défis actuels en matière de cohésion sociale et de non-violence, ainsi que le rôle crucial de la jeunesse et des nouvelles technologies dans la promotion de la paix et la lutte contre les discours de haine. L'initiative émane du club UNESCO universitaire d'apprentissage par le service de la communauté, à la communauté en partenariat avec l'OPGD Centre UNESCO sous le parrainage de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO et d'autres acteurs. Pour en parler, je reçois ce matin Amdi Bonoubo. Il est le président du conseil d'administration du club UNESCO universitaire d'apprentissage par le service à la communauté. Monsieur Bonoubo, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui a motivé une telle initiative? Voilà. Merci bien, madame la journaliste. C'est une question de contrat générationnel. Oui. Nous avons compris que depuis 1990, ou j'allais dire 1990, a été le référentiel en matière donc, de la préservation de la paix durable au Bénin. Et donc, dans cette dynamique de continuer à préserver la paix,
La Fédération béninoise pour l'association des clubs pour l'UNESCO a commencé depuis 2024 des tournées, une campagne quand même nationale, depuis la base, c'est-à-dire au niveau des écoliers, ensuite des élèves et bientôt au niveau des étudiants, pour célébrer donc justement cet héritage générationnel qui est la paix. Voilà. Et quels en sont les objectifs? Oui, les objectifs d'abord a priori, ou bien l'objectif fondamental, c'est de remarquer aussi d'abord que la vision 2060 du Bénin a fait donc de la paix le premier pilier fondamental. Et nous, au sein donc du club UNESCO universitaire d'apprentissage par le service à la communauté, nous avons posé une base en matière donc de changement, d'une logique de changement pour aller vers la paix durable. Et donc demain, à partir donc de demain, nous sommes mobilisés en tant que jeunes étudiants, jeunes enseignants pour parler donc justement de ces acquis, des pratiques donc de la paix qui ont pu aujourd'hui donner au Bénin ce pays d'exemple en matière donc de préservation de la paix et de la démocratie. Donc c'est juste la continuité de ces acquis depuis 1990. Alors à qui s'adresse cette rencontre? Oui, bien évidemment, Oui. ça s'adresse Le monde universitaire ou Pas seulement Pas le seulement, monde universitaire. d'accord. Voilà. Donc ça réunit toutes les composantes de la société, que ce soit les élèves, les étudiants, les acteurs donc, de la société civile. Nous avons près d'une vingtaine d'ONG qui vont participer à cet événement. Il y a des acteurs politiques qui sont en réalité les premiers à, en tout cas, enseigner justement les questions de paix. Mais au-delà donc de ces acteurs, nous pensions que les étudiants ou l'université représentent un vecteur en matière donc d'enseignement, en matière donc de partage donc du savoir. Et donc la question c'était de se poser alors quel est le modèle donc de gouvernance et de démocratie qui pourrait permettre d'aller vers une paix durable au Bénin. Est-ce que cet héritage est bien réel au sein de la jeunesse? Oui, absolument. Oui. Déjà, je crois qu'à l'université, vous savez que c'est le haut lieu du savoir. Exactement. Et il y a assez de divergences en matière d'idées, en matière donc, de réflexion. Mais si on arrive toujours à collaborer dans les équipes projets, à se mettre ensemble pour former une équipe qui pense véritablement impliquer la communauté, impliquer les politiques publiques en matière donc, de préservation de paix, je pense que c'est une première étape. Et c'est pour ça l'un donc, de nos programmes parle d'un Béninois, un rêve 60, où l'objectif, c'est de véritablement parvenir à sensibiliser toutes les couches donc, de la population béninoise sur la question de paix. Et donc, si vous êtes en paix envers vous-même, je pense que le reste, ce n'est que protocolaire. Vous pouvez véritablement arriver à faire asseoir un système donc, de paix qui pourrait durer dans le temps. Voilà. Alors, comment ça va se passer concrètement, professeur? Oui, déjà à partir donc de demain à l'amphi Idriss Déby, déjà à 8h30, l'installation commence pour finir à 9h. Et il y a l'ouverture donc justement avec la présence donc des autorités comme le recteur de l'université qu'on remercie déjà et le président de la fédération béninoise pour des associations et clubs pour l'UNESCO et la présidente de l'Observatoire panafricain de la gouvernance démocratique Centre UNESCO. Et donc, après ces allocutions, nous aurons une première conférence sur la question de paix, droits humains et développement durable. Et quel est l'héritage? Parce que nous sommes jeunes, qu'est-ce qu'on en tire? Et je crois que le premier C'est la thématique même au cœur oui, absolument. de ces 2 jours de célébration exactement. de la conférence nationale. Oui, surtout la question de tolérance, la question de non-violence. Comment les jeunes peuvent quand même se réunir, discuter justement pendant 1 heure, 2 heures, sans pour autant aller vers les questions donc, de violence. Donc, ça serait la première conférence qui sera donnée par le représentant du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Diogboni. Donc, cette conférence, après celle-là, il y aura une deuxième conférence sur les questions de défis sécuritaires. Bon, pas plus tard qu'avant-hier, on a appris qu'il y a eu quelques comment je vais dire, questions donc de violence. Donc, comment arriver quand même pour trouver quel est le mécanisme à trouver pour que quand chaque composant de notre société sera quand même dans un ensemble de paix, de dialogue, justement pour aller vers donc, de l'avant, comment on y arrive. Donc, ça fait la deuxième conférence. Et on va échouer justement sur une table ronde qui va réunir les jeunes, les acteurs de la société civile et les politiques pour définir vraiment un modèle de gouvernance. Et il y aura justement une commission de paix et de non-violence qui sera installée le samedi,
justement pour continuer à parler de la paix jusqu'en 2060. On y croit. Alors, pourquoi justement cette thématique? Est-ce que c'est lié au contexte actuel, la présidentielle qui pointe à l'horizon? Oui, pourquoi pas. Je pense que ça nous interpelle beaucoup. Si depuis 1990, je pense que le Bénin, c'est vraiment un exemple. On y arrive toujours à s'entendre. Aujourd'hui, nous sommes quand même un pays qui va vers la transformation structurelle et cela nécessite quand même un modèle donc, de gouvernance inclusif qui doit quand même interpeller quel que soit notre niveau de contribution au développement. Donc, je crois que c'est en lien directement avec la vision 2060 et c'est pour continuer dans le maintien donc, de la paix. Donc, je crois que ça nécessite quand même la peine de sensibiliser les étudiants surtout, parce que nous, étant jeunes, nous sommes majeurs, nous allons voter, nous allons choisir. Donc, il faudrait que ça soit un choix qui soit pacifique et qu'on comprenne que dans un choix, il y a toujours de divergences. Mais dans la diversité ou dans la divergence, on contribue toujours à un développement participatif et résilient. Voilà. Et selon vous, quels sont les enseignements que le Bénin et précisément la sous-région peuvent encore tirer de ces assises de 1990? Oui, je crois que la première des choses, c'est le mot résilience. Résilience. Oui, la résilience. La résilience fait appel à quoi? À une question d'abord de l'objectivité dans ce dans quoi nous voulons nous engager. Ensuite, l'adaptation et de pouvoir vraiment trouver les voies et moyens de façon pacifique pour maintenir la question de paix. Donc, je crois que le premier élément fondamental, c'est que nous avons, quel que soit le conflit, quel que soit le degré donc, de conflit qui existerait, on pourrait toujours arriver à trouver un point d'entente. Donc, ça, c'est fondamental, c'est un héritage. Et donc, c'est pour ça, nous, on a voulu, en tant que jeunes, aller vers les acquis, les pratiques, et puis quels sont les éléments qu'on pourrait scientifiquement aussi démontrer pour dire que oui, au Bénin, il y a une histoire donc, de paix qui pourrait se raconter à travers donc, justement nos enseignements à l'université, à travers nos habitudes quotidiennes. Donc je pense que c'est un héritage. Ensuite, c'est l'éducation à la citoyenneté. Parce que si vous êtes des citoyens exemplaires, je pense qu'on peut facilement s'accepter, on peut aller vers des débats contradictoires, mais à la sortie, on se sourit, on se serre la main et puis le développement, ça continue. Voilà. Alors, vous parlez notamment de dialogue, de tolérance, de compromis, mais comment ces valeurs peuvent guider les pratiques citoyennes actuelles? Oui, il faut dire qu'il y a du chemin et je pense que pour aller plus loin, il faut mettre en place un système qui marche mieux. Et ce système, nous pensions que les premiers qui sont les vecteurs de transmission de ce système, ce sont les écoliers. Et c'est pour ça, même si nous sommes un club universitaire, nous partons toujours... Vous allez dans les écoles. Exactement, pour pouvoir les sensibiliser sur la question de paix, de citoyenneté. Et ensuite, nous venons au niveau donc, des élèves et au niveau des étudiants, ce n'est pas le même débat. Là, c'est l'andragogie, il faut enseigner par la pratique. Donc, de par justement notre club, on sensibilise beaucoup sur les questions de citoyenneté et d'employabilité. Parce que si le jeune est employé et il a des valeurs citoyennes, je pense qu'il sera un vecteur donc, de développement. Donc, c'est comment véritablement arriver à faire asseoir ce système-là. Et quels sont les principaux obstacles à la consolidation de la paix et de la non-violence aujourd'hui au Bénin, selon vous? Oui, selon moi, d'abord, le premier problème, c'est la question de l'emploi. D'accord. Voilà. Nous allons à l'école, nous finissons l'université, mais finalement, on se retrouve à la maison. Mais il faudrait qu'on change justement cette pensée-là. Ce n'est plus l'État seul qui pourrait nous donner de l'emploi, mais je pense qu'à travers des questions d'apprentissage par le service à la communauté... Vous voulez dire que beaucoup de jeunes sont au chômage aujourd'hui? Bon, voilà. En tout cas, ils n'arrivent quand même justement pas à satisfaire à leur quotidien, ce qui fait que ça peut susciter des questions de violence, des questions donc de... comment je vais dire, de non-tolérance, justement. Mais si on pense déjà que oui, en allant à l'école ou en étant dans un métier donné ou en étant dans une formation donnée, on pourrait sortir, être employé. Être employé ne veut pas forcément dire que je suis recruté par l'État, mais je pense qu'au niveau de notre club, nous enseignons beaucoup la question de gestion de projet, créativité, et ce qui pourrait aussi aider les jeunes à s'auto-employer avant que, en tout cas, pour continuer davantage à préserver la paix.
Et la conférence, la rencontre que vous organisez les 24 et 28 février, les 27 pardon, et 28 février, compte aussi mettre le doigt sur la montée, n'est-ce pas, des discours de haine. Est-ce que c'est une menace sérieuse actuellement? Oui, absolument. Et je pense que l'ampleur des questions de TIC aujourd'hui, moi, me fait personnellement peur, même si je suis jeune, et je ne suis pas trop exposé aux TIC. Parce que quand vous ne saviez pas utiliser les TIC, ça pourrait ça pourrait conduire à d'autres problèmes qu'on ne souhaite pas. Donc, je pense qu'il y a lieu de sensibiliser sur le message à communiquer, sur l'information à partager, sur le discours à tenir sur son pays d'abord. Donc, si je suis béninois, est-ce que je suis fier d'être béninois? Est-ce que j'ai l'estime de soi d'être béninois? Est-ce que j'ai la liberté d'expression? Donc, la question des réseaux et de la table ronde, c'est de pouvoir quand même déprogrammer certains principes, certaines valeurs qui ne sont pas toujours en concordance avec la question de paix, surtout. La paix. Donc, et c'est pour ça que l'un de nos programmes s'installe sur 35 ans, justement, pour éduquer, rééduquer, recycler, rester dans une démarche circulaire pour que désormais, si on dit « je suis béninois », qu'on voit tout de suite un certain nombre de principes de paix, de citoyenneté et pourquoi pas de leadership résilient. Voilà. D'accord. Et vous parlez des réseaux sociaux et on sait aujourd'hui que les jeunes en sont accros. Comment peuvent-ils être des acteurs de paix et de non-violence? Oui, je pense que tout commence déjà par les écrits. D'abord, la pensée. Est-ce que j'ai des pensées de paix? Si j'ai des pensées qui vont vers la paix, je vais forcément extérioriser des messages de paix. Donc, je pense que c'est d'abord la première. Il faut travailler sur l'homme, il faut travailler sur la conscience. Tout ce qu'on peut dire, et comme on le dit, hein, on a le sang quand même, mais on ne crache pas le sang, on crache justement. Donc, il y a ces éléments qu'on doit prendre en compte pour dire nous communiquons, bien nous discutons avec nos vis-à-vis pour la question de paix. Et je pense que le Bénin, c'est un exemple. Hein. Quand vous prenez l'ODD, justement, 16, qui parle de la paix et de la justice, et je pense que le Bénin fait partie des pays qui fait donc, justement des merveilles en matière de préservation de la paix. Donc je crois que si nous arrivons à régulariser ou à s'organiser mieux autour de la préservation de la paix, on aurait beaucoup à gagner en matière d'hommes d'État, dirigeants qui tentent donc justement d'implémenter les questions de paix au Bénin. Et en cela, votre conférence compte apporter des solutions. Absolument, des solutions vraiment structurelles. Et la première étape, c'est de chercher d'abord à se connaître. Et c'est pour ça, au sein de notre club UNESCO universitaire, nous nous formons sur le capital humain. Et quels sont les types d'hommes que nous avons? Est-ce que ce sont des hommes ou des étudiants qui prônent la paix? Donc, on doit constituer d'abord un vecteur de paix. Ensuite, nous allons vers l'applicabilité de nos formations. Moi, je suis docteur en économie, spécialiste en évaluation d'impact. Mais au-delà de cela, j'ai besoin des compétences extra-universitaires pour pouvoir véritablement me défendre sur le marché de l'emploi. Et dès que je trouve que ce que j'ai appris m'apporte quelque chose, je pense que je pourrais aussi accompagner d'autres personnes. Donc, c'est comment mettre en place ce cadre-là qui permet de concilier justement l'éducation formelle et l'éducation non formelle ou bien les compétences non techniques pour aller vers un modèle de paix durable au Bénin. Et je pense que le premier pas, c'est d'abord la formation sur des questions non universitaires. Voilà. La conférence nationale, quel héritage pour la paix? Et bien entendu, c'est écrit là, et les droits humains. La réponse, c'est à partir de demain déjà, et ça va se passer à l'amphithéâtre Idriss Déby. Oui. Ça démarre à quelle heure? À 8h30, ça prend fin. La première journée prend fin à 12h30 et la deuxième journée, le samedi, 8h30 à 12h30. Et on voudrait quand même inviter tout le monde, tous les acteurs, même vous-même, journalistes. On vous a invité également à participer à cet événement parce que les réseaux sociaux, la communication fait partie quand même de cet élément de publication en matière de préservation de paix. Et je l'ai dit, pour finir, c'est une initiative du club universitaire, UNESCO universitaire d'apprentissage par le service à la communauté. Qu'est-ce que c'est déjà? Expliquez-nous un peu. Oui, je peux dire fondamentalement, c'est un club qui a pour mission de contribuer au développement durable humain à travers les questions de service à la communauté. Parce que c'est en servant les autres qu'on devient une meilleure version de soi-même. Donc, en servant dans la paix, dans la démarche de citoyenneté, dans l'éducation vers les questions de reconnaissance des services qu'on doit fournir à la communauté pour être un acteur du développement. Donc nous, au Bénin, nous avons remarqué qu'il n'y a pas vraiment un échange, un espace d'échange entre la communauté, l'université et les politiques publiques. Donc notre club a pour mission de partir des besoins de la communauté,
aller voir les résultats de recherche qui sont quand même prouvés à l'université et voir quelles sont les perspectives donc de l'État et voir quels projets proposer pour mieux contribuer au développement à la base. Et on a fait pas mal de projets. Je vous ai parlé de l'une de nos initiatives qui parle donc d'un Béninois, un rêve 60, où nous allons former les jeunes, ensuite entrer en académie de leadership résilient et après accompagner chaque jeune sur 35 ans pour la question donc de développement d'employabilité. Monsieur Bonumbo, merci pour ces éclairages. On le sait, le Bénin a la réputation d'être un pays de paix, mais la paix, ce n'est qu'un mot et il peut être fragile aussi. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, donc ce qui est fragile, il faut en prendre soin pour qu'on ne perd pas la paix, j'allais dire. Donc comment y prendre soin? C'est de former des gens qui le savent. Et donc, je pense que nous sommes sur ce chemin-là. Ce n'est pas facile. On a besoin de tout le monde pour davantage préserver la paix. Merci à vous. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. Merci. On y sera demain, c'est sûr. Merci. On viendra soutenir l'initiative. Et vous qui êtes à la maison aussi, faites-y un tour. Ça participe, on va dire aussi, de la culture en général qu'on se doit aussi... on se doit de se cultiver, voilà, c'est ce que je veux dire simplement. Merci. Excellent matin à vous. Merci beaucoup. Et à très vite sur Bonjour le Bénin qui se poursuit. J'espère que vous êtes toujours des nôtres. Chers amis téléspectateurs, à présent, on va dérouler le tapis rouge pour Patrick Diosouf, toujours à la quête de ses invités qui partagent avec nous des initiatives aussi intéressantes les unes que les autres. Allez, voici pour vous, événements à la une. Et ça bouillonne toujours au Bénin, de Cotonou à Parakou, de Natitengo à Porto Novo. Des initiatives foisonnent pour faire davantage, pour révéler davantage, on va dire, notre Bénin qui nous est si cher. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Et Rachida Biamaman, bonjour. Et ce matin? Ça va très bien. Alors, oui. Événement à la lune, comme vous l'avez dit, ça foisonne un peu partout. De Cotonou à Natitengo. De Basila à Bouka. Oui, merci. De Basila à Bouka, ça foisonne. Et événement à la une a fait le tour du Bénin pour nous dégoter quelques événements, pour parler de vibrations vocales. Vibrations vocales, et après on va parler d'un événement qui est en cours actuellement, le FINAB. Mais avant de venir à Vibration vocale et avant de venir au FINAB, il y a un ouvrage qui parle du boulevard de la Marina. Le boulevard de la Marina, un ouvrage qui est produit par Micheline Adjovi. Micheline Adjovi, c'est un auteur, je dirais, prolixe et prolifique, qui a produit plusieurs ouvrages. Ça fait déjà 7 de 2013 à ce jour, donc 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. Voilà, chaque 2 ans, elle produit un ouvrage. Cet ouvrage, c'est le dernier. Et ensuite, cet élément qui nous parle de l'ouvrage Le boulevard de la Marina. Titre: Le boulevard de la Marina. Genre littéraire, roman. Nombre de pages, 144. Nombre de chapitres, 9. Avec un prologue comme introduction, mais sans épilogue comme conclusion. Maison d'édition, Bénin Livre. Auteur, Micheline Adjovi. Chercheure indépendante en histoire et patrimoine culturel, Micheline Adjovi est l'un des écrivains majeurs de la nouvelle génération d'auteurs béninois. Elle a à son actif plusieurs ouvrages, tous genres littéraires confondus. Le boulevard de la Marina, c'est une voie publique, certes, mais lorsqu'on le parcourt en lui portant un profond regard identitaire, les monuments qui le décorent deviennent des symboles irréfutables de notre spiritualité. La spiritualité vaut tout. Tout est à sa place, dans la rigueur de l'ordre et dans l'harmonie des principes fondamentaux universels. La trame de mon roman est un agencement sacré des 3 monuments qui ornent le boulevard. La longueur, 5,7 km, et le positionnement des statues. L'analogie entre le jardin de Matthieu, l'homme caméléon,
et l'obélisque des dévoués est parfaite. Là où il y a le Père, à droite, se trouve la mère, à gauche, et absolument l'enfant, au centre, de même nature que ses parents, source de lumière, de vie et de grandeur. En vérité, le boulevard de la Marina est un chemin initiatique où l'histoire serre la main à l'anthropologie et où la spiritualité dialogue avec le développement personnel. Le calme et le silence sont une force. Il n'y a rien de plus agréable que de travailler dans le domaine de son choix. Privilégier la marche ou le vélo pour de petits déplacements. Puiser de nouvelles ressources dans ses réserves intérieures. Demeurer psychologiquement assez fort et surtout s'alimenter de mets locaux authentiques en lien avec le climat tropical. La vision politique s'est penchée sur les défis de notre conscience en faisant de cette belle avenue un condensé de courage et de bravoure, de vaillance et d'abnégation, de volonté et de grandeur. Mon roman ne se lit pas, il se vit, parce qu'il parle aussi bien à l'initié qu'au profane. Il s'adresse à notre état d'esprit. Le boulevard de la Marina, un ouvrage à déguster en tout chemin, disponible dans toutes les librairies de la place. Oui, boulevard de la Marina, disponible dans toutes les librairies. Et on est sur un autre boulevard, Vibration vocale. On est avec Harold Arekerenou, qui est le promoteur. On est à la 4e saison de Vibration vocale. Une vibration... Qu'est-ce que c'est Vibration vocale, Harold? Alors, merci beaucoup à vous. Vibration vocale, c'est un grand concours de performance vocale. Un peu à l'image de ce qui se fait en Occident, mais beaucoup plus contextualisé avec les réalités de chez nous. Vous savez, j'aime à dire que notre industrie musicale béninoise est en souffrance aujourd'hui. Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit pléthore de pseudo-artistes qui viennent de partout et se prétendent être des artistes. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde les Angélique Kidjo, qui sont des stars, qui sont des légendes, ils sont le fruit de leur époque. Et moi, je me dis, il faudrait qu'il y ait un concours de ce type-là pour pouvoir révéler les talents, pour pouvoir d'abord les détecter, mais surtout les coacher, parce que nous faisons un grand coaching en interne, histoire de pouvoir réellement les révéler à la face du monde. Alors je dis que c'est le plus grand concours de performance vocale du Bénin. Le plus grand concours de performance vocale du Bénin. On suit cet élément qui parle déjà de la première saison. On est à la 4e, on va suivre ce petit élément. Contenu en ébullition. Est-ce que tu es prêt pour l'aventure de tes futures stars? C'est le moment. Allume ta télé. Un concours de voix inédit. Une toute première au Bénin. Es-tu prêt pour découvrir la plus belle voix de l'année? Plus de 2000 messages, ils sont maintenant 28 talents à démarrer la course vers la grande finale. L'exigence des coachs et des jurys, ils ne font de réserve. J'ai écouté la même chanson ici plusieurs fois. Chacun vient ajouter, faire son petit malin. Toi aussi tu es venu, tu as voulu nous impressionner à ta façon. Cette chanson, tu l'as commencée et on était là. Mais tu l'as fini là-bas. Vous y mettez, bon, qu'est-ce que je vais dire, du désordre. Vous avez un nœud à la gorge, tu as oublié même la chanson. Il faut travailler un peu ce qu'on appelle l'apogéo. Moment de fou rire, joie, pression intense, stress. Le compte à rebours est lancé. Le compte à rebours est lancé et le compte à rebours est lancé pour la saison 4. Expliquez-nous comment ça se passe, les primes. Et ça commence comment? Alors déjà, la première partie, c'est déjà faire le casting. Oui. Donc, si quelqu'un est intéressé pour pouvoir participer à Vibration vocale, d'abord, c'est le moment. La personne écrit directement au numéro 69 10 on ne donne pas le numéro. 01 69 10 114 16.
Mais au-delà de ça, les phases de présélection se déroulent en plusieurs étapes. Nous avons plusieurs primes. Ces phases, nous les appelons primes. Et sur chaque prime, nous avons un défi qui est clair. Ça peut être par exemple de mettre en lumière tradition et modernité. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a changé. Le Bénin est beau aujourd'hui. Et nous voudrions à chaque fois lier tradition et modernité. Ça peut être aussi un prime qui parle par exemple de la musique urbaine. Donc, sur chaque défi, les candidats seront coachés pour pouvoir faire face à ces défis-là. Donc, après ces phases de présélection, viendra maintenant la grande finale live qui se tient à chaque fois dans la salle rouge du Palais des Congrès. Oui, et pour la finale de la saison 3, la gagnante est avec nous. Effectivement, oui. Il y a Tigou Meri qui est avec nous. Meri, bonjour. Elle remet son titre en jeu cette année, c'est ça. Bravo à vous. Merci, madame. Ça va bien. Alors, l'expérience vibration vocale et non positive, on m'en veut déjà pour ça, mais bon, allez. L'expérience a été, parlez-nous-en un peu. J'ai commencé vibration vocale avec ma petite voix. Voilà. J'en suis sortie avec une grande voix. J'en suis sortie avec des expériences, avec des coachs qui m'ont suivi jusqu'à présent. Et je suis très contente d'avoir pris la première place. Oui. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Vous avez envie d'avoir un single, de continuer en musique ou bien... D'abord, vous faites quel métier de base? Déjà, je suis planificatrice événementielle. Ah, d'accord. Super. J'ai également une marque Mary Chic boutique que je dirige par moi-même et M20 événementiel encore. Maintenant, vous avez quoi comme projet pour votre voix? Oui. D'accord. Déjà, pour moi-même, j'aimerais entamer ma carrière musicale déjà cette année avec Vibration Vocale qui m'offre déjà un single. Un single, voilà. Déjà, c'est un début. Voilà, et l'avenir nous en dira plus. Alors, la compétition, comment elle a été? Parlez-nous un peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de challenge? Est-ce que c'est rude? Est-ce qu'il y a beaucoup de talent? Dites-nous. Vous étiez combien au départ déjà? On était plusieurs, plus de 200 et quelques. Plus de 200, d'accord. Après, il y a encore eu des présélections, il y a eu des sélections en plus. On était partis vers 20, 25, 23, après 10, après 16 et après 3. Waouh, et après, vous êtes retrouvés à la tête, n'est-ce pas? Franchement, bravo. Patrick Diosso, c'est... Voilà pour vibration vocale. Est-ce que vous avez... Au-delà de ça, si j'ai un mot à ajouter, on ne coach pas uniquement la voix chez nous. Parce qu'aujourd'hui, peu importe le talent que vous avez, l'expérience l'a prouvé à maintes reprises. Quand vous n'arrivez pas à vous vendre, c'est impossible pour vous de vous en sortir. Donc au-delà de coacher la voix, nous arrivons aussi à les aider à pouvoir mieux gérer leur image, comment pouvoir réellement gérer leur communauté sur les réseaux sociaux, comment soigner leur image de marque. Parce que quand on parle d'artistes, pour que les gens arrêtent de dire être artiste, ça ne paye pas, etc., etc., il faudrait qu'ils se prennent eux-mêmes au sérieux de par la gestion de leur image. Donc c'est tout ce écosystème-là que nous mettons en place au niveau de vibration vocale. Et on imagine que vous travaillez actuellement déjà sur son single, oui, ou c'est déjà prêt ou pas? Pas encore? Vous y travaillez? Presque prêt. Nous avons de grands coachs autour et puis ça va se faire très rapidement, d'ici quelques semaines maximum. Moi, j'ai bien envie d'entendre un autre gaillante. Fredonnez-nous quelque chose là. Hein? D'accord. Je vais essayer de vous fredonner la même chanson que la finale. D'accord. Ouais, 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 ouais. Ah, ouais, 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 ouais. And I take better hokana, and I remember Diana, and I defend you hello. Ina jole, ajoloko, ina jole, ajolode, okolo e. Ina jole, ajoloko, ina jole, ajoloko, ina jole, ajolode, okolo e. La diva Angélique Kidjo qui s'incarne ce matin à la ciblée. Franchement, bravo, bravo, bravo. Vous avez une belle voix en tout cas. Hein, c'est un bon choix que vous avez fait. Alors, nous sommes à quelle étape? C'est l'étape des inscriptions, c'est ça? C'est l'étape des inscriptions actuellement et nous sommes déjà à 230 et quelques inscrits actuellement. Et cette édition sera beaucoup plus intense, remplie de beaucoup plus de challenges et tout. Donc j'invite tout le monde à pouvoir s'inscrire très rapidement afin qu'on puisse évoluer. Et je profite de votre antenne pour remercier beaucoup
la SRTB qui nous a accompagnés sur cette édition qui vient de s'achever, de par la production et de par également les précieux conseils de la directrice. Et je remercie effectivement aussi beaucoup l'ADAC, le ministère de la Culture et puis tout ce qu'ils font aujourd'hui pour la promotion et le rayonnement des arts et de la culture. D'accord. On peut s'inscrire en ligne? Oui, bien sûr, sur Via notre site web, oui, sur notre site web vibrationvocale.com. D'accord. Merci vibrationvocale.com. Merci à tout ce que vous faites pour la voix. Et nous allons remercier tous ceux qui participent à la vibration de l'énergie artistique à travers le Bénin. Des jeunes, ils se sont réunis et bientôt ils auront un spectacle artistique, mais de rire, qu'à rire. On suit Sarah Nounofine qui va nous faire rire. Aller à l'école, c'est facile. Mais être le dernier de sa classe, maintenir cette position, devenir le doyen, l'indomptable, l'incontournable, l'infalsifiable de ce poste-là, ce n'est pas facile. De la même manière que vous travaillez pour être premier de la salle, c'est de cette même manière-là que nous aussi, on travaille, on se donne, on s'investit, corps et âme, esprit, jour et nuit, sous la pluie, sous le soleil, dans la galère, la moto, je me suis dit, oh. Pour être dernier de la salle. Donc les amis, être dernier de sa classe, ce n'est pas facile. C'est un ensemble de programmes. Il faut avoir les notions de base. Oui, il faut avoir des notions de base. Être dernier de sa classe, ce n'est pas facile. Ah, ça, c'est carrière. Et nous avons d'autres invités pour nous parler d'un autre événement, le FINAB. Le FINAB qui a commencé depuis la semaine dernière, qui continue. C'est un groupe d'artistes venus du Burkina Faso, de la France, un groupe qui fait de la fusion. Fusion entre du jazz, entre de la musique africaine, entre du blues, et c'est le groupe Kananaï. On suit cet élément qui va nous planter le décor. C'est une partie de leur clip. Bananaye, anazem same. Bananaye, anazem same. Anazem same. Bananaye, anazem same. Bananaye, anazem same. Anazem same. Dans le 6 mètres, ça s'active, sap, les noctans s'échappent. Au kiosque, bord du goudron, tu gagnes des lotus et un bidon et tu charges des unités. Haroun serre le thé, ta dose, il la connaît. Konika Wiliti, Konika C. Wilikata, Barala. Chacun s'assoit, tu le pousses. C'est pas facile. Ça va aller. C'est pas facile, mais ça va aller. Les josseurs sont en ville. C'est jeudi, y a pas école. Les petites tiennes le 6 mètres vont se faire chicoter par la daronne qu'étale le linge, si gâte le riz Sumbala. Baby babolo. Moussa. Parabutikira. Anuklé. Umbak ngana malomine. Va prendre l'argent, y a plus crédit. C'est le titre de ce morceau que nous venons de suivre. Un extrait. On est avec Clotilde et Achille. Bonjour Clotilde. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Et merci de nous montrer ce matin que la musique traverse les frontières, mêle aussi d'une certaine manière, on va dire, les cultures et fait dialoguer les héritages. Effectivement. Merci.
Oui, À justement, en parlant d'héritage, c'est l'héritage du jeu, disons, l'héritage africain qui a été combiné avec ce qui est occidental. Comment est venue cette idée, Clotilde? Je suis allée au Burkina Faso en 2019 pour la première fois, dans le cadre d'un échange culturel musical organisé par un batteur burkinabé qui vit en France. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Achille Nakoulma qui est avec nous et Abdoulaye Traoré qui est le guitariste du projet. Et on a ensemble créé de la musique et puis on a passé vraiment un moment musical fort et on s'est dit qu'il ne fallait pas que ça s'arrête là. Du coup, je suis revenue 6 mois après. Puis je suis revenue 6 mois après, puis je suis revenue 6 mois après. La rencontre, on va dire la rencontre des mondes et des sonorités a fait que... Exactement. D'accord. Et ça a formé Kananaé. Mais vous êtes c'est un collectif, exactement. 5. Voilà, exactement. Oui, alors, 5, Achille, les 5, comment vous travaillez, comment vous arrivez à combiner cette idée d'héritage africain et de tout ce qui est aussi héritage occidental? Je dirais que déjà la rencontre des 5 personnes, c'est énorme parce que ce n'est pas que de la musique que nous faisons ensemble, c'est une grande famille. C'est d'abord la famille, la familiarité qui a fait que la musique aussi est venue se joindre là-dedans. Donc Kanazoé, Abdoulaye, Boubacar, Clotilde, c'est une rencontre vraiment qui a un lien très fort. Avec beaucoup d'instruments qui sont des instruments, je dirais, typiquement africains. Parlez-nous de ces instruments. Il y a le balafon, il y a le koundé, il y a... Oui, exactement. On a le balafon, on a le koundé, on a aussi le bendré, qui est un instrument traditionnel, mais aussi. Et on a la percussion, et mélangé à la flûte traversière, la guitare de Abdoulaye, ça donne la batterie. D'accord. La batterie, évidemment. Vous êtes le batteur. Voilà. Alors, Kananaé, c'est quoi déjà? Kananaé, ça veut dire c'est pas facile. C'est pas facile. D'accord. On se donne l'espoir que ça va aller. Ah, d'accord, voilà. Et donc, qu'est-ce que chacun de vos univers a apporté au collectif Kananaé? Oui, Clotilde? Oui, je dirais que alors Abdoulaye, le guitariste, il a une culture de la guitare du Sahel, de la guitare mandingue, mais aussi du flamenco. Il est allé aussi explorer la musique en Inde. Bref, il a tout un bagage autour de la guitare et des instruments à cordes qui est assez incroyable. Kanazoé, qui est le joueur de balafon. Il vient de l'ethnie Sambla, qui est la grande ethnie du balafon. Enfin, le balafon est partagé par d'autres ethnies, mais voilà. Et les balafons qui parlent, et c'est un des grands prodiges burkinabés du balafon. Donc, il a amené toute sa culture Sambla. Boubacar Djiga, qui est le joueur de koundé. Donc, koundé, c'est le nom en moré, mais on dit aussi ngoni, au Mali, par exemple. Lui, il est à moitié Mossi et Peul, donc il a amené aussi toute cette culture du désert, et puis il fabrique aussi ses instruments, donc il y a tout ce rapport-là. Et puis il est allé aussi voyager dans le jazz, dans ses recherches. Et puis Achille, la batterie, les percussions, donc il ramène beaucoup de rythmes traditionnels qu'on retrouve au Burkina Faso, qui est un pays où il y a 68 ethnies. Donc il y a aussi 68 rythmes différents, 68 modes différents. Et puis Achille, il ramène tout ça dans sa batterie. Et moi, je viens de la formation des musiques improvisées, du jazz. J'ai vécu à New York et puis moi, j'amène ça. Voilà. Oui, vous êtes flûtiste aussi. Je suis chanteuse et flûtiste, voilà, exactement. D'accord, donc c'est, je dirais, tout un mélange qui fait que c'est une gloire de vous suivre. Justement, en parlant de gloire, je voudrais qu'on suive le deuxième clip, une partie du deuxième clip qu'on a sélectionné pour pouvoir évoluer dans cet entretien.
Nesrana, Nesrana, Palema Junya, Nesrana, Nesrana, Biteria Fananya. Nesrana, Nesrana, Tere Junya, Nesrana, Nesrana, Biteria Fananya. Ilara Momina, Ofana Jamfara. Ilara musomina bi ofana i jamfara Ilara kemina bi ofana i jamfara Jamfa manyina kana kena amandie Teri jumani bi te akera tarabansa Teri jumani bi te akera tarabansa. C'est une belle musique en tout cas. On sent un véritable pont entre continent et tradition. Est-ce que c'est une démarche volontaire, voulue dès le départ? Je crois que comme l'a dit Achille, au début, on est d'abord devenus amis. On a d'abord mangé les poulets bicyclettes qui sont très fameux au Burkina. Et je crois que l'amitié, c'est aussi quelque chose qui dépasse les frontières et qui raconte que les peuples, les humains, ils s'aiment et ils ont envie de se mélanger. Et donc la musique, c'était comme la continuité de ça, de cette rencontre et de cette envie de partage dès le début, oui. Alors, comment vous allez participer au FINAB? Le FINAB, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a... Achille Achille? Je pense que ce soir, c'est un concert à ne pas rater. D'accord. Surtout parce que je pense que le groupe Kananaye va servir de la bonne sauce aux mélomanes. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter, on invite tout le monde à venir ce soir suivre notre concert au FINAB. C'est très important. Et vous, d'ailleurs, vous êtes invités aussi. Merci, on y sera. D'accord. Oui. Donc, concert ce soir au FINAB. Ce soir, jeudi 26, on est le 26 oui, le 26 de 26. Ça sonne bien. Donc, 26 de 26, le groupe Kananaye, 5 personnes sur scène et c'est de la musique, de la bonne musique, de la musique live africaine. En plus, hein. Et du live comme on l'aime. Hein. Et si je peux ajouter, il y aura aussi d'autres groupes qui seront là dans la même soirée. Donc vraiment, il faut vous déplacer sur ce festival qui est en plus dans un endroit... Enfin, moi, c'est ma première fois au Bénin. Et puis, c'est à Family Beach. C'est absolument magnifique. Vraiment, on voyage déjà rien que le cadre. Voilà. Donc là, ce sera sur une grande scène où il y a la mer derrière. Des décors naturels. Voilà, il faut venir. On respire un bon bol d'air. Et puis... et de la musique toute la soirée. On y sera. C'est pas loin d'ici, en tout cas. Voilà, exactement. On se fera plaisir. Aujourd'hui, c'est jeudi. Hein. Voilà. Notez-le quelque part. Rendez-vous, c'est à quelle heure déjà Ça commence à 20h. Ça commence à 20h. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci. Merci à vous. Si vous devriez définir Kananaye en 3 mots, ce serait quoi? Moi, je dirais chanson blues burkinabé. Merci beaucoup. Allez, Patrick Diossou. Oui, merci. Et merci pour cette journée, le 26 de 26. Ça sonne très bien. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce qui est événement à la une. Merci à tous. On se retrouve donc demain. À présent, on va retrouver Amandine Anyambossou qui s'impatiente déjà et avec elle, bien entendu. Patrick Diossou, on va libérer nos invités. Merci Clotilde, merci Achille. Voilà, allons tous les soutenir. Comme vient de le dire Clotilde, c'est une musique qui résonne comme, on va dire, un hymne à l'amour de nos traditions. C'est une belle musique, en tout cas, merci à eux. On poursuit notre marche sur Bonjour le Bénin et nous vous remercions d'être là devant vos petits écrans. Nous vous remercions de nous soutenir tous les jours. Avec Amandine Anyambossou, on va parler d'une danse spéciale, d'une danse atypique. C'est une danse acrobatique. On va découvrir ça dans un moment. Je
je garde pour moi, n'est-ce pas, le nom de notre invitée. C'est une jeune dame très énergique, très solaire. En tout cas, vous la découvrirez dans un moment. Et surtout, n'oubliez pas, chers amis téléspectateurs, de nous suivre tous les jours quand il est 7 h. Et c'est de 7 h à 9 h du lundi au vendredi. Et c'est Bonjour le Bénin qui prend les commandes sur Bénin TV. Voici pour vous la rubrique réussite. Alors, Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Rachida Biomaman. Et donc, j'annonçais déjà les couleurs et on va parler de quoi ce matin? On va parler de briques, de danse ou bien de breaking. Et il faut le dire, c'est une danse qui est née dans les années 1970 dans les quartiers pauvres de New York. Donc, les passionnés de cette danse parlent plutôt de brick ou de breaking. Elle consiste en un mélange de mouvements artistiques et de figures spectaculaire. Elle est née dans les années 1970, comme je le disais, dans les quartiers pauvres de New York, aux États-Unis. La danse breaking est donc une fusion captivante entre l'expression artistique et des prouesses athlétiques qui défient les limites du corps humain. Petit à petit, donc, cette danse est devenue une discipline sportive, donnant lieu à des compétitions à l'échelle internationale. Et une Béninoise a d'ailleurs marqué de son talent cette discipline. Elle s'appelle Sandrine Huefa Aromé, alias Big Girl Sandrine. Elle a déjà plusieurs titres à son actif. Par exemple, elle est la championne de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, également championne Afrobeat du Ghana, championne de All-Star Battle du Togo et encore championne Ivoire Breaking de Côte d'Ivoire. Qui est cette Béninoise? Découvrons-la dans ce reportage signé Génial Afouda. Ce visage, vous ne le connaissez peut-être pas. Et pourtant, Sandrine Aromé est championne d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, discipline breakdance catégorie dames. Contrairement aux clichés, sa passion pour le breaking ne remonte pas à la tendre enfance. Sportive de base, c'est au lycée qu'est progressivement née son attirance pour la danse. De base, j'étais une ancienne joueuse du football féminin. Ensuite, j'ai rencontré des coachs, des amis qui sont actuellement mes coachs, en acrobatie. Le groupe réunit la plupart du temps des filles qui font le breaking et les acrobaties. Quand ils étaient en train de faire le breaking, vous voyez ça? Un jour, j'étais au lycée Koulibaly lors des activités culturelles et sportives et j'ai vu des amis qui pratiquaient cette discipline aussi. Je me suis dit, bon, vu que j'ai une base acrobatique, pourquoi ne pas combiner les deux? Combiner ces deux passions, elle a su le faire avec le breaking, une discipline qui allie sport et culture, comme nous le confie ici Othniel Boko, elle qui est à ses côtés depuis le début de l'aventure. C'est une histoire d'amour forte, intense, qui s'enrichit, se nourrit de joie en joie et n'est pas près de finir. Un parcours qui l'a progressivement hissé au devant de la scène internationale et propulsé au rang de Big Girl, titre de championne en breaking. Ça, c'est Afro Break. Ça s'est passé au Ghana en 2023. All-Star Battle. Ça s'est passé au Togo en 2024. Ça, c'est Ivoire Break. Ivoire Breaking 2024 aussi. Si aujourd'hui Sandrine Aromé défend les couleurs nationales au-delà des frontières béninoises, la championne n'a qu'un seul regret. Au Bénin, nous avons la difficulté d'avoir beaucoup de big girls. Il y a une seule compétition internationale au Bénin. Vraiment au Bénin actuellement,
pour valoriser le breaking féminin. Et c'est justement pour rompre avec cette réalité que la jeune femme organise une compétition dénommée African Breaking. Une compétition 100% féminine qui valorise les femmes qui s'investissent dans la culture urbaine. C'est 100% breaking. Il y aura les filles qui viendront du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Bénin aussi. Double championne Africa Breaking National au Ghana, championne Africa Big Girl Battle au Kenya, la titulaire en licence en machinisme agricole détient à ce jour un palmarès de trophées. Des reconnaissances qui la confortent aujourd'hui dans sa position de Big Girl. Ça, c'est, on appelle ça comment? C'est le signe de la victoire, c'est ça, non? Yes. Quand Sandrine fait ça, un peu comme pour dire, yo man, I'm here, yeah. Sandrine Aromain, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Et qu'est-ce que vous pensez de ce portrait que Génial a fait de vous? C'est un très bon travail. Dites-nous déjà, comment êtes-vous, d'où vous êtes venu cette passion pour la breakdance? Déjà, au début, j'ai commencé avec le football. Oui. Après, j'ai continué avec les acrobaties. Ensuite, lors des activités culturelles au lycée Koulibaly, j'ai rencontré des amis qui faisaient le breakdance. J'ai vu, je me suis dit, OK, ça m'intéresse bien. Parce qu'il y a le sport qui était dedans. Il y avait le côté culturel aussi, le style, la façon de bouger, la façon de faire, yes, je suis là et tout. Ça me plaisait bien. Et j'ai commencé petitement. Et j'ai quitté le Bénin pour la première fois en 2022 pour représenter le Bénin sur une compétition internationale. Tu étais dans quel pays? Au Ghana, que j'ai gagné. Voilà. Et quels sont les critères pour devenir une big girl? Une big girl. Ouais, une big girl, c'est une femme d'abord qui pratique le breakdance. Oui. D'accord. Le breaking. Et les critères, bon, de base, il faut être sportive, n'est-ce pas? Physique. Oui, il faut être déjà à la base. Il faut prendre soin de son corps. En dehors de ça, il faut aimer la culture et être vraiment performante. Et il faut être souple, apparemment. Souple aussi, oui. On a besoin de la souplesse aussi. Et les figures, vous avez appris ça au fur et à mesure, comment ça s'est passé? Oui, oui. Au fil du temps, j'arrive à pouvoir apprendre d'autres mouvements en fonction de ce que je désire. Nous avons des bases. Nous avons les footwork, les power moves. Les footwork. C'est-à-dire? Les footwork, ce sont des mouvements qu'on fait au sol. D'accord. Les power moves, nous sommes la plupart du temps sur les mains. Et les figures acrobatiques aussi, les rondades, les roulades. Et vous arrive de vous blesser Beaucoup. Parce que c'est quand même c'est beaucoup d'épreuves d'endurance, je veux dire. Oui. Vous vous blessez parfois Des fois. Il y a des matériels à utiliser pour pouvoir se protéger. Nous avons des gemoires, des coudières, des bonnets pour pouvoir tourner sur la tête. Comme ça, vous avez souvent votre bonnet sur la tête, oui. Oui. Quel autre matériel vous utilisez encore? Des trampolines pour pouvoir prendre des mouvements de roulade. Mais malheureusement, au Bénin, on n'en a pas. Malheureusement. Et comment vous arrivez à vous entraîner si toutes les conditions ne sont pas réunies? Je me suis entraînée dans le sable. Dans le sable? Oui. Waouh. À l'âge de 18 ans. Et il y a des coachs Oui, il y a des coachs. Tout au long de mon parcours, il y avait Patrice, il y avait Basdad. Patrice quoi? Patrice Agbogba, je crois. D'accord. Je n'ai pas les noms de famille. Il y avait Pop, The Pop. Il y a Basdad. Basdad, c'est le président de notre association Enfani. Enfani qui signifie tout ce qu'il y a de bien. Nous sommes dedans, nous sommes là. Donc vous avez une association pour la breakdance? Oui, oui. C'est la seule association au Bénin? Non, il en a plusieurs. Il y a combien d'associations? Parce que c'est une discipline, il faut le dire, qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas assez. Actuellement, on a au moins 5 associations. Au moins. Et on compte combien de big girls C'est réservé seulement aux femmes? Non.
D'accord. Donc, on a des b-girls et on a des b-boys. Des b-boys. Et le b-boy, le champion d'Afrique, c'est un Béninois. C'est un Béninois. Ah B-boy ouais. Smith. Ah ouais. Franchement, bravo. Hein? On constate que vous avez gagné déjà assez de titres. Est-ce que depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, vous avez gagné d'autres trophées pour le Bénin? Quel est votre titre actuel? Champion de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et ça, vous l'avez gagné où? J'étais au Kenya. J'ai beaucoup voyagé d'abord. Wow. Quels sont les pays que vous avez sillonnés déjà? La France, oui. Dans la ville de Nantes. Toujours dans le cadre de la danse. Oui. La première fois quand j'ai quitté mon pays, c'était à cause de la danse. C'était en France. En France, ensuite Kenya et Afrique du Sud aussi. Afrique du Sud, c'était juste en 2024. D'accord. Et les études, vous en avez fait quoi finalement? J'ai une licence en machinisme agricole. Et je D'accord. continue avec le master en génie rural et maîtrise spatiale de l'eau à l'IE. Ah, mais bravo! Et là, elle est n'a fonctionnaire de l'État. Ah, d'accord! Ah, vous êtes fonctionnaire de l'État? Oui, je travaille à la Société nationale de mécanisation agricole. Ah, mais bravo! Je suis Bravo. technicienne en agroéquipement. Ah, je suis séduite, hein? Mais comment arrivez-vous à concilier alors votre vie de fonctionnaire et cette passion pour la breakdance? D'abord, j'ai pu sillonner un centre qui s'appelle CDAC. CDAC. Et là-bas, je m'entraîne à partir de 19h. Donc, je travaille à Ouida. Oui, je travaille à Ouida et à partir de 19h, je suis là-bas. Déjà à 21h, je finis. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Normalement, au moins 3 à 4 fois par semaine. Pour ne pas perdre le rythme? Oui, pour ne pas perdre le rythme. Vraiment pour ne pas perdre le rythme. Ok. Et un entraînement, ça dure combien d'heures, par exemple? Ou bien combien de minutes? Ça dépend. Des fois, on fait 4 heures. Des fois, nous sommes à 3 heures. Ça dépend et au boulot, qu'est-ce que vos collègues ils pensent de ce que vous faites? Mes collègues me soutiennent beaucoup. Beaucoup. D'accord. Ils aiment ce que vous faites. Oui. D'abord, vous faites un travail d'homme. Bon, entre griffes, parce que quand on parle de mécanisation agricole, on voit plus d'hommes en tout cas que de femmes. En tout cas, oui. Et vous pratiquez également un sport qui est vraiment viril. Comment la femme que vous êtes parvient-elle à s'en sortir? Vraiment. Est-ce que ça ne vous fait pas perdre un peu de votre féminité, non? Si. Expliquez-nous un peu. Disons que j'aime bien mon côté garçon manqué. Voilà, j'aime bien mon côté masculine. Je dirais même que c'est ça qui m'a beaucoup motivée à choisir ces passions qui sont plus exécutées par les hommes. Je dirais bien. Ça veut dire qu'à l'origine, vous aviez ce style-là? Oui. Parce qu'elle était footballeuse. Oui, j'étais footballeuse. Donc, depuis toute petite, les parents me refusaient déjà de porter les pantalons. Mais je n'ai pas pu céder. Vous êtes partie de ce côté garçon manqué. Voilà. Et depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'accompagnement? Non. Des institutions nationales, non. Mais souvent, les organisateurs nous envoient nos déplacements. Oui. Soit ils nous achètent nos billets. Les fois où j'ai voyagé, c'est les organisateurs même qui achètent les billets. Est-ce que vous avez l'impression que si vous continuez avec le football, vous n'allez pas voyager autant qu'avec la breakdance? Oui, je pense bien. Parce que tout ce que je choisis, je le fais avec cœur et je fonce. Et aujourd'hui, vous gagnez beaucoup plus avec la danse? Oui. Ça je paye gagne bien. En termes de... Bon, en termes financiers, d'accord. Et ensuite... en termes de voyage, de découverte, surtout le voyage. De rencontres? Oui. Beaucoup de personnes que je rencontre grâce à la danse. Grâce à la danse. Mais c'est une discipline qui est quand même bien développée dans d'autres pays. Oui, en France. Et pourquoi ici, ça peine à apprendre? Est-ce que vous faites des démarches pour peut-être avoir une fédération de breakdance? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qui vous en empêche? Bon, pour l'instant, il y a certains devancés qui sont là. Et je pense que c'est... Vous n'avez pas envie de leur marcher sur les pieds? Non. Donc, quand ils vont prendre... Oui, je vais... Quand ils vont prendre l'initiative, vous allez soutenir. Nous allons soutenir. Voilà. Et quand on parle de breakdance ou bien de breaking, quelles sont les difficultés dans le milieu?
Actuellement, au Bénin, nous n'avons pas des salles de danse. Des lieux d'entraînement, nous n'en avons pas. Donc, nous sommes obligés de nous entraîner dans les vieux bâtiments de l'UAC, soit à EA Centre. EA Centre, pour Calavi ou bien pour Ouida, c'est déjà trop loin. On essaye de chercher un peu. En dehors de ça, nous n'avons pas vraiment l'accompagnement du gouvernement. Il faut. Oui. Ça serait vraiment idéal que nous voyages, qu'on sache qu'on veut bouger du pays. Oui, on représente le pays. Et que vous avez pris en compte? Je suis 7 fois championne de Vous faites là appel au ministère du Sport pour que cette discipline soit reconnue comme il faut. Et à la culture aussi. Ok, c'est le sport et la culture. Exactement. Mais j'imagine que les dirigeants au niveau de vos associations font des lobbying. Et sans doute que c'est un processus peut-être de longue haleine, n'est-ce pas, Amandine Aniambossou? Oui. Peut-être bien. mais quand on remonte dans l'histoire, quand on parle de danse sur la voie ou bien de battle, avant il y avait des préjugés parce qu'on avait l'impression que c'est les enfants de la rue ou bien c'est les voyous qui pratiquent ce genre de danse. Au Bénin, quel est le regard que les gens portent sur cette discipline? Je pense que c'est le même regard par rapport à ça. Mais quand vous avez commencé, par exemple, quand j'ai commencé, les parents avaient refusé. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Ils ont refusé, ils ne voulaient pas que je danse, ils ne voulaient Pourquoi? pas que je joue au foot. Vous avez dû vous cacher pour jouer? Oui, je me cachais, je portais mon kaki et il avait mon maillot en bas. Et une fois à l'école, j'enlève et puis je m'entraîne. Ou bien des fois, je dis que je vais à l'école et puis je vais à l'entraînement. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez subi tout cela. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour changer le regard de la société sur cette discipline? Je pense que ça serait idéal de pouvoir l'inclure comme on le fait déjà avec le football. Déjà à l'école, par exemple? Voilà. Pouvoir passer dans des écoles, dans des lieux où il y aura des parents pour pouvoir les sensibiliser par rapport à ça. Que cette danse, ce n'est pas vraiment une danse qui... Ce n'est pas une danse de voyous, de délinquants, délinquantes, non? Et la plupart de tous les danseurs du Bénin, ils ont leur boulot à côté. Donc, ce n'est pas des gens qui vivent dans la rue. Non. Est-ce qu'il y a des petites filles qui viennent vers vous et qui disent « j'ai envie de faire comme... j'ai envie de danser comme toi, par exemple, je te vois, c'est beau, ça me plaît. » Oui, mais quand elle commence, elle laisse ça. Elle laisse ça. Oui, parce que c'est pas facile. Il faut de l'endurance. C'est pas facile. D'accord. Et justement, quand on parle de promotion, vous organisez dans le cadre du 8 mars une compétition. Oui. Parlez-nous un peu de cette compétition. J'organise la première édition de Queen of the African Breaking, qui est une compétition 100% féminine, qui aura lieu au CCRI de Ouida, du 5 au 8 mars. La compétition, elle est pour le 7 mars. Et il y a mon propre solo, qui signifie la résilience. Pourquoi la résilience? C'est tout ce que j'ai subi depuis que j'ai commencé la danse. Donc, à travers cette pièce, ça sera fait le 6 à 19h, le 6 mars à 19h. À travers cette pièce, j'ai eu à m'exprimer. J'ai parlé du fait qu'on veut, qu'on me pose de porter des jupes, des robes, des pagnes, mais que je choisis de porter un pantalon. Vous n'aimez pas les jupes? Vous n'aimez pas les pailles? Vous n'en avez jamais porté? Vous avez déjà essayé une fois? Oui, pour ma pièce. Mais sinon... sinon, j'étais toute petite, quand même, que je portais les jupes, les robes. Mais depuis... La dernière fois que vous avez porté une jupe, c'est quand? Ou bien une robe. Ou une robe. Ça remonte vraiment à longtemps. Vraiment. Mais bon, écoutez, il faut être soi-même. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé de porter une jupe. Voilà, mais dès que vous vous sentez bien dans votre pantalon, il n'y a pas de souci. C'est l'essentiel, c'est l'important. Et vous êtes magnifique, vous êtes toute naturelle. Merci beaucoup. Et vous êtes toute belle. Merci. Et vos soupirants, qu'est-ce qu'ils disent? Ça les dérange un peu? Votre amoureux? Sandrine est mariée, est-ce que parfois il n'a pas envie de voir un peu de féminité?
Juste une Je question passe. de curiosité. Je passe. D'accord. Allez, Allez. toujours de votre compétition, il y aura combien de pays représentés? Il y aura le Togo, oui. le Nigeria et le Bénin. Au Toi? Bénin, on n'a pas assez de beagles. Actuellement, il y a un travail qui se fait dans les collines par le père Didier Bocon. Et on appelle ça le projet des collines, des enfants des collines. Il y a pas mal de beagles là maintenant. Mais actuellement, nous sommes seulement 2 capables de pouvoir rivaliser sur le Avec? plan international. 2 seulement? 2 seulement. Comment s'appelle la seconde? Beagle Asiba. Beagle Asiba. C'est un feu. C'est un feu, c'est-à-dire? Elle envoie. Ah, d'accord. Elle envoie. Comme toi, d'ailleurs, n'est-ce pas? Venez le 7 mars et vous allez... Au CCRI? Au CCRI. De Vida. Et il faut préciser que l'entrée est libre et Oui, gratuite. l'entrée est libre et gratuite. Donc, C'est faites de un 15 tour pour découvrir en fait ce que c'est que la breakdance, le breaking. Vous allez en tout cas vous régaler. Ou bien, pourquoi pas, réveiller en vous la passion pour le breaking. Ou bien. Oui. Franchement, quand je vous regarde, là, avec la complicité de la réalisation, faire ces mouvements, c'est pas... J'ai Vous envie voulez de essayer ça? m'essayer, j'ai envie de le faire. Vous faites ça en même mais temps? non, surtout pas. J'ai envie de le faire, mais là, franchement, c'est beau. Regardez la souplesse des mouvements. Regardez l'orchestration dans les mouvements. Franchement, et quand je regarde à ma gauche, Arnaud Tosset qui s'essaye, c'est tellement vilain. Non, mais franchement, allez, c'est important d'être soi-même. Merci pour le message que vous nous apportez ce matin. Être soi-même, faire ce qu'on aime, faire ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau, c'est important, c'est essentiel, n'est-ce pas, Sandrine? Oui, madame. Elle dit oui, madame. Amandine, un message profite, oui. à l'endroit des téléspectateurs pour votre compétition, par exemple? Venez le 7 mars soutenir la championne d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et c'est tout. Biggest Sandrine, always from Benin. Yeah! Big Sandrine. I like it. On fait ça? Et comme on dit oui, voilà. Yeah, et on va dire ya, yo man. Non, sérieusement, c'est comme on l'a dit il y a quelques jours sur ce plateau, c'est important de kiffer sa life. Hein. C'est important d'aimer sa vie. D'aimer sa vie, peu importe les regards, peu importe ce que les autres pensent. L'important. Je kiffe ma vie. Voilà. Non, Hein? Je kiffe my life. Je kiffe my life. I love my life. Voilà, c'est ça. Merci Sandrine. Je vous en prie, madame. Merci. On sera là. Sans doute, on verra s'il est possible d'envoyer nos caméras pour capter ces précieux Ça me fera instants. beaucoup plaisir. S'il est possible, on le fera pour soutenir la jeunesse consciente aussi hein, que vous êtes, la jeunesse brave, la jeunesse dynamique, la jeunesse consciente. Oui. Merci d'être passé sur ce Je vous plateau. en prie, madame. Et Amandine, ce sera tout, n'est-ce pas? On se retrouve demain. On se retrouve demain. Allez, Avec demain. plein de bonne humeur. Avec plein de bonne humeur, toujours. Et c'est fini pour Réussite de ce jour. On va recevoir maintenant Heureuse qui nous ramène ce matin, Dr Zaïd Latoundji. Avec lui, on va parler d'un thème assez spécial, resté des nôtres. Le boulevard est ainsi tracé. C'est vrai, on parle de réussite, on parle d'événements à la une, mais la santé, elle est importante. Que pouvons-nous faire si nous n'avons pas une bonne santé? C'est essentiel. Bien se porter. Voici pour vos instants santé. Eh oui, pour faire de la breakdance, il faut être en bonne santé, sinon on peut le faire. N'est-ce pas, Heureuse d'annoncer? Bien sûr, hein, bien sûr. Rachida Biom, comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Parfait. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, Heureuse? Aujourd'hui, on va parler de la santé maternelle, l'évolution de la santé maternelle, notamment de la santé des femmes enceintes au fil des années de 90
à ce jour. On a commencé, c'est un exercice que nous sommes en train de faire depuis. J'aime bien cet exercice. N'est-ce pas? On est en train de faire en quelque sorte une sorte de bilan. Pour voir comment le Bénin progresse. D'où sommes-nous partis, où sommes-nous aujourd'hui en matière de santé maternelle. Oui. Et je vais inviter les téléspectateurs à suivre notre fil rouge, Mémé Daguia, qui est notre regard des années 90, qui nous dit un peu comment ça se passait, la santé maternelle des femmes, surtout des femmes enceintes. On suit, on revient. Il y a le problème de suivi. Lorsque vous ne vous faites pas suivre correctement par une sage-femme ou par un gynécologue, vous avez des problèmes. Moi, j'ai eu des camarades. J'ai eu des camarades aussi qui sont partis sur la table d'accouchement. On a dit que c'est éclampsie ou bien on a dit que c'est hémorragie. En ce temps-là, le matériel n'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, et il n'y avait pas autant de médecins hier comme aujourd'hui. C'est l'infirmier qui fait montre de docteur dans la zone. Ce qui fait, il y a des zones où vous trouvez un enseignant, un infirmier, pas de sage-femme. C'est l'infirmier là qui est sage-femme qui est tout. Vous voyez? On est obligé de le solliciter. Parfois, l'enseignant même devient le secouriste. L'essentiel, c'est que vous agissiez rapidement. Sinon, on peut perdre des gens. Aujourd'hui, les femmes enceintes peuvent se sentir heureuses. Oui, il y avait eu même la césarienne gratuite. Aujourd'hui encore, il y a eu même une loi qui demande à ce qu'on puisse surveiller les femmes enceintes, qu'on les prenne en charge gratuitement au niveau des centres de santé. Consultation gratuite. C'est aujourd'hui qu'on constate que les grossesses, ça se vit difficilement pour les femmes. Et on se demande pourquoi. Puisque les gens quand même sont bien suivis. Autrefois, on accouchait comme des pondeuses, sans souffrance, rien. Chaque femme faisait 6, 8. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 13 enfants. Hein? Et c'est 1 à 1. Donc, aujourd'hui, dès qu'une femme fait 1, 2 enfants, c'est fini. Elle dit, elle ne veut plus faire d'enfants. Quelle est la cause? Moi, ça me fait réfléchir. Parce que même autour de moi, mes propres enfants, je dis, mais si moi je ne vous avais pas fait, pourquoi vous ne voulez pas me donner beaucoup de petits-fils? Garçons comme filles. Dès qu'on fait 3 enfants, 4 enfants, on dit c'est bon. Mémé Daguia, sacré Mémé Daguia, c'est une mine d'or cette femme. Hein? Je vous assure. Voilà, et donc heureuse. Mais vous savez, Mémé Daguia, avant d'en venir à la thématique, sur mon acte de naissance, c'est son nom. Là où on met déclaration par officier d'état civil et tout. Oui. Le jour où j'ai découvert cela, j'ai dit, quand je le lui ai dit, elle-même a dit, ce n'est pas vrai. Donc franchement, Mémé Daguia, elle a vécu. Son temps, hein? Ouais, oui, elle a vécu. Et surtout, moi, je retiens de son intervention ce paradoxe-là qu'elle relève aujourd'hui. Tout est bon en quelque sorte. La santé de la femme, notamment la femme enceinte, ça a évolué. Mais bizarrement, les femmes ne veulent plus faire beaucoup d'enfants. Contrairement au temps passé, où c'était des conditions franchement dérisoires, mais les femmes faisaient jusqu'à 13. La vie est chère aujourd'hui. Hein? La vie est chère aujourd'hui. Vous en avez 1, 2, c'est pas facile. C'est pas facile. Évident. S'il faut en faire 4 ou 5, comme nos mamans, j'imagine. En dehors de la santé de la vie. Chacun fait son choix de vie. Il y en a qui continuent d'en faire autant. Mais c'est vrai que... 13 aujourd'hui. Bon, ça, je ne sais pas. On va demander au docteur. Docteur, comment vous allez? Bonjour, très bien. Le nombre le plus élevé d'enfants que vous avez mis au monde? Le nombre le plus élevé pour une patiente? Pour une patiente. Non, je dirais, on va dire 4, 5. Ah, oui. Bon, combien? 4, 5. 4 ou 5. Les femmes tiennent encore. Mais c'est raisonnable quand même. Hein? Oui. Ouais, c'est raisonnable. En 1990, certaines études disent qu'en fécondité, on était à 6 à 7 enfants. OK.
Voilà, 6,7 à peu près. Et là, une étude de 2022-2023, certaines estimations parlent d'une moyenne de 4. Donc bon, ça baisse. Ça baisse, c'est clair. Hein? Et mais on a évoqué pourquoi ça baisse? Je pense que vous êtes mieux placé pour répondre. Parce que je suis une femme, vous en recevez tout le temps aussi, non? Non, on pense que ça baisse parce que la société change. Ouais. La société change, l'économie change, les réalités sociales ne sont plus les mêmes. Oui. Les idéaux de vie changent avec les sociétés. Je pense qu'il y a... Et vous avez dit tout à l'heure qu'apparemment la vie est chère. Il faut du temps pour éduquer des enfants dans un monde plus compliqué. Apparemment la vie est chère. Je n'ai pas compris. La vie est chère ou elle est apparemment chère? Je répétais ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas mis apparemment. Ce n'est pas cher chez vous? J'espère qu'elle ne soit pas chère. Quelle que soit la cherté, comme on dit en Yoruba, c'est comme j'ai dit, ça dépend. Hein. Chacun fait ses choix de vie en fonction aussi de sa bourse. C'est clair, hein? Tout à fait. C'est clair. Mais docteur, aujourd'hui, voilà un peu la situation présentée par Mami Dakia. Ce qui se passait avant, qu'on le veuille ou pas, des femmes continuent de mourir en couche, malheureusement. Est-ce que le taux a baissé en matière de mortalité maternelle? Alors déjà, là je pense qu'on parle à peu près depuis les années 90. À ce jour. Petit disclaimer, en 90, ce dont moi je me souviens, c'était la Coupe du Monde en Italie, la danse de Roger Mila. Donc j'ai bouquiné un tout petit peu pour regarder un peu et voir ce qui se passait à cette époque-là. Quand on regarde les chiffres et les estimations, ça a beaucoup baissé. La mortalité maternelle a beaucoup baissé. Accoucher est devenu moins dangereux, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Et pour ça, vous êtes précisément sur ce plateau parce que vous représentez aujourd'hui ces jeunes médecins-là qui débordent d'idées pour le Bénin, pour la santé de la femme enceinte, celle qui désire également faire des enfants. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de progrès, d'avancée? Qu'est-ce que le Bénin peut offrir aujourd'hui dans nos hôpitaux, notamment dans le secteur privé où vous évoluez, pour la femme enceinte et celle qui désire avoir des enfants? Je pense que déjà, on va parler un petit peu aussi du secteur public parce que quand on parle de la mortalité maternelle, en fait, on va le retrouver quel que soit le secteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les estimations, dans les années 90, en fait, il y avait beaucoup plus de décès maternels. Par exemple, sur certaines séries, entre 2000 par exemple et 2023, certaines estimations parlent d'à peu près 913 décès pour 100 000. Alors qu'en 2022-2023, on a des séries à 500, 518. Donc, c'est presque la moitié. Donc, les chiffres varient selon les estimations, mais vous avez un minimum de 30 à 50% d'une baisse à cause des efforts qui ont été faits. Quand on regarde les contacts, le nombre de contacts, les femmes font plus de consultations prénatales aujourd'hui qu'à l'époque, même s'il reste beaucoup d'efforts à faire. La qualité des consultations prénatales, la qualité du soin dispensé sur l'étendue du territoire, même s'il reste des disparités selon les zones, c'est beaucoup amélioré en fait ces dernières années. Les populations sont aussi beaucoup plus éduquées, à la prévention, aux signes d'alerte en fait. Et tout à l'heure, dans le reportage, il y a la mémé qui disait en fait qu'à un moment, il y a eu des essais de politique pour rendre l'accès à certains soins beaucoup plus facile. Voilà. Un peu comme la gratuité de la césarienne. Donc, il y a tous ces efforts qui ont été faits. Et en ce moment, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts qui sont faits parce que là, par exemple, vous avez des dispositifs de tamponnement qui vont permettre, par exemple, de gérer les hémorragies qui sont la première cause en fait de décès. Donc aujourd'hui, ce sont des tamponnements qui sont pratiquement disponibles un peu partout. Vous avez des dispositifs pour quantifier en fait le volume de sang après un accouchement. C'est systématisé maintenant un peu partout, que ce soit en privé, que ce soit en public. Voilà, et c'est disponible, c'est rendu disponible par l'administration en place. Donc je pense que tous ces efforts vont faire qu'il va avoir encore plus d'incidence sur les chiffres dans les années qui vont venir. D'accord. Mami Dakia, on n'a pas mis cet extrait-là dans son intervention, mais son aînée, qui est une fille, est née à la maison. Elle a accouché à la maison. Et ce n'est pas, elle a dit, bon, en quelque sorte, sa famille faisait partie des familles quand même un peu aisées dans le temps. Mais cela ne l'a pas empêchée d'accoucher à la maison parce qu'elle n'avait pas ces informations-là de comment ça va survenir. Et elle était à la maison. Aujourd'hui, je crois que quand on va à l'hôpital, et on sait que ça va commencer, on vous garde là, et sous surveillance.
Oui. Dès que on dit le déclenchement va commencer ou le déclenchement a commencé, le travail a commencé. Voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la qualité des soins s'est beaucoup améliorée au niveau de toute la pyramide, en fait, de la pyramide des soins. Oui. Parce que ce qui posait aussi problème, il y avait l'accès aux soins, mais il y avait aussi l'organisation du système. C'est-à-dire que beaucoup de décès étaient liés en fait à l'organisation du système. Depuis quelques années, il y a par exemple des revues de décès qui sont faites pour réévaluer. Ça permet d'évaluer au cours du parcours de la patiente, quand il y a un décès, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il y a des ratés, où est-ce que ça a marché et quels sont les points à améliorer. Donc ça permet d'améliorer le circuit en fait et d'éviter un certain nombre de décès. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le recrutement, dans la formation d'agents de santé qualifiés et aussi dans le recrutement en fait. On sait qu'on a beaucoup de médecins un peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup, de plus en plus. On a eu un représentant de l'ordre des médecins la dernière fois qui disait qu'il y a au moins 5000 médecins inscrits à l'ordre des médecins. Donc avant, elle a dit, c'était un infirmier et l'enseignant du village qui faisait office de secouriste, qui accompagnait cet infirmier à faire accoucher les femmes. Donc il y a beaucoup moins de disparités aujourd'hui au niveau de la répartition. C'est pas tout beau. Hein. Ça s'est beaucoup amélioré. On ne va pas dormir sur les lauriers. Je ne pense pas qu'en ce moment ce soit le cas. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Donc, il y a et le plateau technique aussi a beaucoup... Beaucoup. Il s'est beaucoup amélioré. Rien que sur les 15 dernières années, il s'est beaucoup amélioré. Et même avant ça, il y avait déjà des améliorations continues. Dans le domaine, en dehors de tout ce qui est, par exemple, santé, sur le plan, on a parlé d'obstétrique, de tout ce qui tourne autour de l'accouchement. En dehors de ça, sur le plan gynécologique, depuis pratiquement 30 ans, par exemple, la chirurgie par laparoscopie, où on utilise des petites caméras pour opérer, est disponible au Bénin. C'est vrai qu'elle n'est pas disponible sur toute l'étendue du territoire, mais elle est disponible. Vous avez des unités de procréation médicalement assistées. Il y en a quelques-unes. Bien sûr, les in vitro. Voilà, qui existaient déjà et qui ont eu quand même certains résultats. Il y a beaucoup de choses à améliorer aussi dans ce domaine. Et récemment, par exemple, avec l'ouverture du CHIC, vous avez beaucoup de... Au niveau de la prise en charge des cancers gynécologiques, ça va faciliter un certain nombre de choses avec l'installation d'unités de médecine nucléaire et tout ça. Donc, ça va vraiment améliorer aussi la prise en charge des cancers et éviter un certain nombre d'évacuations. Mais bon, qu'est-ce qui reste encore au Bénin aujourd'hui à installer dans son système de santé pour être franchement au pas de l'évolution mondiale? En ce qui concerne les décès, la mortalité maternelle, oui, c'est de ça on va parler. Elle reste quand même élevée par rapport au standard en fait, international. Elle reste élevée par rapport au standard international. Donc, il faut continuer à faire ces efforts-là. Il faut que les malades soient beaucoup plus sensibilisés. Il faut qu'on augmente, qu'il y ait beaucoup plus d'unités de soins dans les régions les plus reculées, qu'il y ait moins de disparités. L'éducation, l'amélioration de tout l'écosystème du système en continu, c'est déjà le cas, comme je disais. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Si on parle, par exemple, moi, le domaine qui me passionne, qui est la fertilité, il y a des unités de PMA, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Donc, pour l'instant, on n'est qu'au PMA, c'est ça? Non, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Par exemple, dans le Bénin, il y a à peu près, on va dire, 2 unités, peut-être 2 ou 3 maximum en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de pousser, qui sont fonctionnelles. Mais même s'il y en avait 5 qui ouvraient, ça ne suffit pas aux besoins de la population. D'accord. Voilà. Donc, on a tendance à parler beaucoup de la mortalité maternelle, mais le fait de ne pas avoir un enfant dans notre contexte, c'est une souffrance terrible aussi. Oui. Et il y en a plus aujourd'hui? Problème de fertilité. Bien sûr, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Et comme il y a beaucoup plus de problèmes de fertilité aujourd'hui à cause de notre mode de vie, à cause de notre alimentation, de ce qu'on met sur notre peau et de ce que nous consommons, essentiellement. Voilà. Est-ce que ça réussit à tous les coups la PMA aujourd'hui sous nos cieux, avec le plateau technique disponible? De façon générale, quel que soit le plateau technique, même avec le meilleur au monde, il n'y a pas de réussite à tous les coups. D'accord. En fait. Ce qui détermine les chances de réussite, ce n'est pas le cadre essentiellement, mais c'est la qualité des cellules que vous mettez en jeu. Naturellement, ce n'est pas parce qu'une femme a des rapports sexuels le jour où elle ovule que ça veut dire qu'elle tombe enceinte. À 25 ans, il y en aura 30%. À 35 ans, il y en aura à peu près 15%. À 40 ans, il n'y aura que 6%. À 45 ans, 2 sur 100 tomberont enceintes dans ces conditions.
Donc, parce que la qualité des cellules sexuelles baisse chez la femme et chez l'homme avec l'âge. Donc, et cette limitation-là, même la procréation médicalement assistée ne pourra pas la changer. Même l'avancée de la médecine ne pourra pas changer ça. Ne pourra pas changer ça. Maintenant, il y a des facteurs qui sont déterminés par la qualité des installations et la qualité de la formation du personnel qui vont influencer. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en matière d'échographie? Est-ce que les choses ont évolué, les choses ont avancé? Parce qu'on avait, un petit appareil là, à côté de la femme enceinte, qui permettait aux médecins de voir comment le bébé se portait. Alors, je pense que spécifiquement dans ce domaine, le Bénin a quand même beaucoup avancé. En privé, je pense qu'on n'a pas grand-chose à envier au standard mondial en ce qui concerne les échographies, en tout cas dans le domaine gynécologique. En privé, vous avez dit? En public, il y a beaucoup d'efforts aussi. Il est beaucoup plus dans le privé. Oui, mais dans le public, il y a aussi beaucoup d'efforts. Les gens ont des machines disponibles aujourd'hui en salle d'accouchement, dans les hôpitaux de référence. Donc l'échographie aujourd'hui, ce n'est plus seulement en consultation. En obstétrique, lorsque vous avez besoin d'une machine d'écho, et dans les structures de référence au Bénin, elles sont disponibles aujourd'hui. En privé, on a accès à toute la technologie. Nous faisons des échographies 2D, on fait des échographies de contraste, des échographies 3D. Ça se fait. Donc, on n'a rien à envier. On fait de la perméabilité des trompes à l'échographie, ce qu'on appelle l'hyphosie. Donc, on fait des évaluations endoscopiques in-office au standard international. Donc, sur cet aspect-là, on peut dire qu'on a progressé et on va continuer à progresser. Alors ça, c'est à saluer. C'est à saluer ces dames-là qui nous suivent, au Bénin, quand vous allez dans les établissements privés, enfin, quand vous allez en clinique aujourd'hui, vous êtes épatés. Hein? Franchement, il y a du matériel à la pointe de la technologie. On n'a vraiment rien à envier aux autres pays, je pense. On ne va pas dormir sur nos lauriers. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, voilà, ça a beaucoup évolué. En tant que médecin, je ne vous arrête pas, en tant que médecin gynécologue obstétricien, et tel que je vous connais, qui rêve quelle est la technique aujourd'hui disponible à l'international que vous auriez souhaité avoir au Bénin et qu'est-ce que ça pourrait aider à faire? Moi, mon domaine, je veux mon unité de PMA au standard international. Qu'il n'y ait pas de différence entre la qualité de soins que je fournisse à Cotonou qu'à New York ou à Amsterdam ou en Asie. C'est ça. Ça va arriver. Et que mes patients n'aient pas besoin qu'il n'y ait plus, même dans leur perception de valeur, que ce soit dans la perception ou dans la réalité de la valeur et de la qualité du soin qu'on fournit, qu'il n'y ait aucune différence au standard et qu'on puisse devenir référence, on le devient déjà. Il y a des patients qui viennent de l'extérieur pour se faire soigner au Bénin et ça va augmenter, ça va s'améliorer, bien sûr. Ça c'est bien. Et je sais aussi qu'en matière de consultation, avant on avait des salles bondées, pleines, les médecins envahis par les patientes, par les femmes enceintes. Aujourd'hui, il paraît que tout se fait même sur rendez-vous. Le médecin est là, il vous reçoit, vous spécifiquement. Alors, moi, je vais vous décevoir un peu. Je ne vais pas faire le cocorico sur toute la ligne, non. Ça ne me ressemble pas. Dans les structures publiques, il y a encore des problèmes de file d'attente et il y a des problèmes. Les gynécologues qui sont dans le public souffrent. Hein. Ils souffrent. Ils souffrent parce que c'est difficile de travailler dans cette condition-là. Et moi, je les ai fuis un peu. Ça s'améliore, mais je pense qu'il en faut beaucoup plus. C'est-à-dire que l'offre et la demande ne suivent pas forcément. Voilà. C'est vrai que là, on a séparé. Ceux du privé sont dans le privé, ceux du public sont dans le public. Mais ce n'est pas évident de travailler avec cette pression. Il y a des gens qui consultent 30-35 patients par jour. Hein. Effectivement. Voilà. Donc, ça reste beaucoup. Il aurait fallu plus de médecins, mieux payés à ces postes-là. Mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent. Ça va aller, je crois. Aujourd'hui, maintenant, quelles sont les causes de décès par rapport à la santé maternelle, notamment chez la femme enceinte? Et Mémé Dagui a dit hier, c'était un problème de suivi de la femme enceinte. Sinon, tout se passait bien et puis elles accouchent normalement sans souci. Quelles sont aujourd'hui les causes de décès de la femme enceinte? Alors, en tête de liste, ça va être les hémorragies. Ce sont les hémorragies, tout ce qui est hémorragie autour de l'accouchement. Ça va être les complications des troubles de l'hypertension associés à la grossesse. Et ça va être les infections aussi, dans le cadre, par exemple, des avortements clandestins. Et petit astérix, avec le changement de la législation ici, qui permet certaines interruptions volontaires de grossesse dans un certain cadre plus sécurisé, ça permet très probablement aussi, très sûrement, de baisser cette incidence-là, sur cette ligne-là. Donc c'est à peu près ça les causes, mais derrière, il y a beaucoup l'organisation du système.
il y a l'organisation du système, il y a l'éducation des patientes qui doivent connaître les signes d'alerte et savoir exactement qu'en général, je pense que s'il y a un message qu'elles doivent retenir, c'est qu'en général, une grossesse se passe bien, mais il faut pouvoir consulter tôt, avant les 3 premiers mois, avoir un minimum de 4 consultations prénatales. Il peut y avoir des complications et savoir s'il y a une complication, où se diriger en priorité et y aller vite. Parfait. Merci beaucoup, docteur. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ou affirmer qu'une grossesse est devenue sans danger au Bénin? On peut dire qu'au Bénin, une grossesse est devenue beaucoup moins dangereuse et qu'elle va le devenir très probablement de moins en moins. Moins en moins. Merci beaucoup, Zaïd Olatounji. Alors, aucune femme ne devrait perdre la vie en voulant donner la vie. Quand même. N'est-ce pas? Au XXIe siècle, c'est un péché en quelque sorte. Merci, Heureuse, ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci de nous faire ce bilan qui permet de voir le chemin parcouru. Docteur Zaïd Olatounji, merci pour votre disponibilité permanente. Chaque fois qu'on toque à votre porte, vous répondez présent. Et ça, c'est à saluer. Ce n'est pas évident. Les invités qui viennent le matin très tôt pour une matinale, Dieu sait ce que nous endurons par ici. Et on vient de bouffer en quelque sorte en griffe quelques minutes de son temps de consultation. Et ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ah, il consulte normalement dans 5 minutes. Dans 5 minutes, d'accord. Allez, merci. Nous vous en savons gré. Et merci à tous ceux-là aussi, franchement, qui donnent de leur temps pour que cette émission prenne vie, pour que cette émission se passe tous les jours, de lundi au vendredi quand il sonne 7 h. Allez, à demain, même heure.